c'est aussi comment sortir de la boucle des réincarnations. C'est Philippe de Harburn qui va nous en parler. On est plusieurs, on est déjà 4, dont en plus de moi et de Philippe, il y a Marie-Olympe et Edine. Marie-Olympe sera l'animatrice. Voilà. Coucou tout le monde. Le principe de l'émission, c'est que c'est une émission d'1 heure. C'est Philippe de Harburn qui va nous en parler. Là, il y a quelqu'un chez vous qui est en train de regarder cette émission. Hein. Alors c'est bon, j'ai coupé là. Bon, très bien. Ok. Ça y est, qu'est-ce que je disais? Donc, ouais, je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, oui, pour les gens qui ne connaissent pas encore l'émission, eh bien, il y a 10 places dans l'émission, là, pour venir nous rejoindre et parler, participer à la discussion. Voilà. Donc, le lien pour venir nous rejoindre, il est au début de la description du live. Donc, bon, on va commencer à parler, mais vous pouvez venir quand vous voulez. Alors, voilà. Donc, qui c'est qui commence? Ah, hop, Marie-Olympe. Marie-Olympe, c'est bien si tu mets ton micro. Si tu actives le micro. Voilà. Oui, ça peut être pas mal. Ouais. Oui, donc je disais, j'aurais peut-être une première question introductive qui serait est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par cycle des réincarnations? Voilà. Qu'est-ce que tu entends par ça? Déjà, on peut dire réincarnation et incarnation. Donc, des fois, les gens confondent les deux. Donc, on va commencer par la réincarnation. En fin de compte, c'est un cycle pour que l'homme puisse développer ses corps subtils. Donc, souvent, les hommes disent qu'on ne veut pas revenir s'incarner psychologiquement, en voyant les événements extérieurs, etc. Mais en fin de compte, c'est pas lié à un désir égoïque de ne pas revenir s'incarner, c'est l'esprit, en fin de compte, avec l'âme, selon l'évolution des corps subtils, qui prend des décisions pour continuer à s'incarner, à se réincarner. Et puis, dans l'incarnation, en fin de compte, c'est quand un esprit n'est jamais venu s'incarner encore. Donc, c'est un esprit non né qui vient s'incarner. Donc, c'est en général, l'incarnation, ça sert plutôt c'est pour que quand des êtres descendent pour apporter du nouveau pour l'évolution. Puis la réincarnation, c'est un style de recyclage, on va dire. Mais ça fait partie du monde de la forme et du temps, en fin de compte. Et puis, ça ne sert que quand l'âme et l'ego sont encore colorés dans l'illusion. Parce qu'à partir du moment que l'homme devient esprit, donc à partir du moment qu'il devient esprit, en fin de compte, le cycle d'incarnation s'arrête. Et c'est par rapport à ce que la personne a intégré l'illusion de la forme et du temps. Donc, automatiquement, il y a un détachement de la forme qui se fait. Et au moment de la mort, on n'est plus attiré par la forme, donc par la mémoire, en fait. C'est ça qui fait que le cycle s'arrête. Mais c'est pas par rapport à un détachement psychologique de la forme. C'est par rapport à un détachement qui se fait automatiquement quand tu fusionnes, en fait. Parce que au moment que tu fusionnes, en fait, le détachement se fait par rapport à ce que tu as vu, que l'illusion de la forme et du temps, c'est pas réel. C'est pas psychologique, je veux dire, c'est pas comme si quelqu'un veut se détacher de la forme par un désir. Si je peux dire ça comme ça. Ok. Et du coup, ce que je comprends, c'est que tu dis que finalement la sortie, c'est de devenir esprit, en gros. Ce que j'en comprends, c'est que c'est par la fusion que ça passe. Et cette fusion, selon toi, elle peut, est-ce qu'on peut naître fusionné? Est-ce qu'on peut fusionner de son vivant? Ou est-ce que la fusion, c'est après?
En fin de compte, pour moi, selon ce que j'ai pu me rendre compte depuis que je suis petit, c'est que j'étais déjà fusionné, mais je me rendais pas compte. C'est qu'après, quand j'ai vu mon double, que j'ai réalisé. Mais avant que je vois mon double, si tu veux, j'avais déjà la lumière en moi. J'étais pareil que maintenant, sauf que j'étais coloré par la mémoire. Donc, en fait, quand l'esprit nous fait, c'est comme nous fait croire, en fait, il nous fait croire en nous faisant vivre des événements selon notre niveau de conscience, il nous fait croire qu'on a l'impression d'avancer. En fait, quand l'évolution, c'est une illusion aussi. Parce que t'avances dans l'âme, mais en fait, quand dans l'esprit, tu n'évolues plus après. Parce que une fois que tu es dans l'esprit, tu es dans l'esprit. Donc, quelque part, c'est comme si l'esprit nous fait vivre une fusion pour nous faire comprendre qu'on est fusionné. Et en fait, quand une fois qu'on a vécu ça, ça nous montre qu'on était déjà avant. Sauf qu'on était coloré, en fait. Donc, Ok. c'est pas vraiment quelque chose qui. Pareil, c'est l'esprit qui fait comme un dévoilement, nous dévoile des choses au fur et à mesure. Quand tu dis justement, tu parles du moment où tu vois ton double. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par voir le double? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ben, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, quand l'esprit utilise des formes pour faire comprendre à l'homme, que l'homme, il ne comprend pas au début au niveau de l'énergie. Donc, l'esprit se manifeste, se manifeste sous une forme énergétique, mais c'est un miroir de nous, en fait. Il nous montre que c'est nous. C'est pour qu'on comprenne, en fin de compte, que c'est nous, Dieu, que c'est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que l'esprit procède comme ça. Tant qu'on n'a pas vraiment vécu une expérience comme ça, c'est moins intégral, on va dire. Parce que l'homme a toujours l'impression d'être séparé. Donc, l'homme cherche toujours à vouloir fusionner, en fait. Mais tu peux pas fusionner par un désir. En fait. Plus on a un désir de fusionner, plus ça fait de l'attente, plus ça bloque l'esprit. En fait. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui est le plus dur, en fin de compte. Puis c'est pour ça que les gens se font attraper dans la spiritualité. Ils veulent avec le désir. C'est comme ça que les entités les repèrent qui magnétisent l'homme après. Parce qu'énergétiquement, ben, il fait ressentir des sensations à l'homme. C'est ce que l'homme recherche. Maintenant. Tandis que quand tu es dans ton esprit, tu n'as plus de recherche de sensations. Tu cherches plus rien à l'extérieur de toi. Maintenant. Ok. Du coup, que je reformule pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, toi, à un moment donné, un jour, tu prends conscience que tu es né fusionné, quoi, en fait, que tu es né comme ça. Et donc, ça passe par la révélation à toi de ton double. Donc, est-ce que si je reformule la révélation à toi de ton double, est-ce que si je dis que ton esprit s'est révélé à ton ego, ça voudrait dire la même chose, enfin, on pourrait le dire comme ça. Et au-delà de ça, est-ce que tu te souviens de ce moment où tu prends conscience et est-ce que tu pourrais nous décrire la forme que prend cette prise de conscience? Enfin, finalement, qu'est-ce qui se passe en toi ou qu'est-ce qui se passe contextuellement ou de manière situationnelle ce moment, enfin si tu t'en souviens bien sûr. En fin de compte, ce que je peux expliquer, c'est que l'esprit, comme je le dis, il procède par des formes pour qu'on comprenne. Donc c'est là que c'est qu'au début, l'homme a besoin de support. Donc si on lui enlève tous ses supports d'un coup, il n'a plus rien pour s'approcher. Donc là, c'est pareil, l'esprit, il peut faire des paliers pour nous faire comprendre qu'on est absolu, on va dire. Mais avant de comprendre qu'on est absolu, on a des doutes. On a beaucoup de doutes, etc. Et l'esprit procède par des paliers pour nous enlever les doutes, mais en général, c'est pas d'un coup. Parce que c'est trop dur à supporter, sinon qu'il n'y a plus de support.
le vide est dur à supporter quand on est rempli d'illusions. Donc, c'est pour ça que ça met un certain temps à intégrer, puis c'est pas une course. Puis plus on veut aller vite, ben, plus on souffre. En fait. Plus on a des désirs, plus on souffre. Et ça bloque l'énergie quand on a des désirs. Est-ce que tu peux peut-être reformuler ta question, voir si j'ai bien répondu? La question, c'était, est-ce que dans ce que tu dis, si je le disais avec d'autres mots, est-ce que ça serait dire que c'est ton ego qui en fait voit l'esprit, c'est-à-dire est-ce que sous le vocable double, du coup, tu y mets l'esprit, et est-ce que sous le vocable moi, du coup, quand tu dis, moi, je prends conscience, enfin, je vois le double, ce jeu-là, est-ce que ça serait l'ego, du coup, qui verrait... c'est l'ego qui voit tout ça. C'est pour qu'en fin de compte, l'ego devienne esprit. C'est après, une fois que l'ego est devenu esprit, il n'y a plus de division entre l'âme, l'esprit, l'ego. C'est une seule énergie qui est intégrale. Il n'y a plus de séparation entre le... Et puis moi, souvent, j'utilise des mots comme j'ai esprit. Les 3 quarts du temps, je dis esprit. Et quand j'utilise le mot l'homme, en général, j'utilise le mot là pour dire l'esprit universel, je dis souvent juste esprit. Puis pour rappeler mon double, j'appelle souvent juste l'esprit aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois, il ne faut pas se fier aux mots. Oui, mais c'est pour ça que je demande à reformuler quand même moi, j'aime bien être sûr que je comprends de ce dont tu parles, en fait. Parce que je comprends que chacun peut avoir son jargon, quoi. Est-ce que parmi les gens présents ici, en direct ici ou sur le chat, sur cette première question, est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Moi, je veux bien. Qui vient de nous rejoindre. Ouais. Comment ça marche? Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, je voulais te poser une petite question à Philippe, parce que moi, des fois, j'ai du mal à m'y retrouver dans tout ça. Je ne sais pas si je suis fusionné, pas fusionné. Ce que je voyais les derniers jours, je dis c'est compliqué, parce qu'un ego, ça sert toujours à récupérer une forme quelque part, se rassurer. Donc, la question qui venait, c'est pour toi, le double, il a une forme et il a une certaine consistance d'énergie. Peut-être que tu pourrais peut-être donner quelques... Pour moi, le double, c'est exactement la même forme que nous, que notre corps humain physique, mais sauf que c'est de l'électricité. Ouais. Est-ce qu'on pourrait rapprocher ça des systèmes énergétiques chinois, là, tu sais, où tu as toute l'énergie qui circule, et des choses comme ça là. C'est comme si tu avais un autre corps, le même que ton corps physique, mais sauf qu'il est en électricité. Ouais. Et en lumière, c'est un peu bleuté blanc. C'est comme de l'électricité, voilà, en non couleur. Voilà. C'est un corps énergétique, c'est ça le corps de lumière, c'est ça notre corps qui nous empêche de se réincarner. Voilà. Ok. Est-ce que, avant que j'enchaîne, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur cette première partie? Oui, il y a Didier là. Bon, Didier, c'est toi qui a posté tous ces messages là, dans le chat, c'est ça? Ouais, j'aime bien, participer un peu. Vas-y. Ouais. Oui, on est comme tout le monde, on cherche à comprendre. Ouais. Si vous voulez, par exemple, je trouve intéressant de faire le lien, je dirais, entre les enseignements, entre guillemets, supramentaux, par exemple, et la psychanalyse. Vous voyez, parce que y a des champs qui sont similaires. Donc maintenant, quand on parle des corps, par exemple, les corps, on peut supposer, en tout cas, moi je comprends ça comme ça maintenant, qu'on a au moins 3 corps. Donc on a au moins un corps physique, un corps astral et un corps éthérique. Maintenant, comme on est tellement dans la matière,
C'est très difficile de prendre conscience de son corps astral ou de son corps éthérique. Par contre, on peut le concevoir intellectuellement, mais on n'est pas toujours capable de le vivre. Ben, en fait, le corps astral, on s'en sert tout le temps. C'est ça qui nous sert à ressentir, à voir, à goûter. Je comprends, mais quand vous parlez avec les gens et vous leur demandez quelle conscience ils ont de leur corps astral, ils vont pas en parler comme ça. Pour eux, c'est pas un corps. Du niveau de conscience, ouais. C'est ça. On a l'impression que tout est inclus dans notre corps physique, mais pas du tout. Ah, c'est sûr, ça fait partie de l'illusion de la forme et du temps pour qu'on soit immergé. Oui, mais ça veut dire, par exemple, si vous voulez, qu'il faut développer, moi je vois ça comme ça, j'ai écouté, c'est surtout à travers les enseignements de Bernard de Montréal ou d'Alain Kempf, si vous voulez, en écoutant leurs enseignements, que j'ai vu un peu la mécanique dans lequel, à travers lesquels, si vous voulez, ils démontaient, on pourrait dire, la perception du réel qu'on peut avoir. Mais sur le fond, on est quand même obligé de se dire qu'on a au moins 3 niveaux de conscience en permanence. Oui, c'est sûr. Et que du coup, ça dépend du niveau de conscience des gens. En fait, quand il y en a qui sont entre deux eaux, il y en a qui sont entre le psychologique et le spirituel, il y en a qui sont entre le spirituel et le supramental. Ben c'est ça. Plus le mélange des registres avec, par exemple, la religion. Parce qu'au fond, bon, dans les écrits théologiques, on retrouve des choses qui sont plus ou moins similaires. Ça fait beaucoup de confusion, quoi. Oui, c'est sûr qu'au début, c'est pour ça que l'astral est beaucoup présent, parce que ça utilise les doutes justement pour qu'on nous faire retarder dans l'avancement. Voilà. On a beaucoup de doutes, on est beaucoup dans la recherche. Voilà. Et donc, par exemple, si vous voulez, moi je vois ça comme ça. J'ai l'impression, l'ego, par exemple, quand on parle de l'ego, alors oui, il faut le moi. Hein, dans la psychologie du moi, l'ego, bon, voilà, qui je suis, je sais qui je suis, comment je m'appelle, etc. Enfin bref, j'ai toute mon histoire, je suis né tel jour. Enfin, vous voyez, il y a tous les encodages. Bon, mais l'ego, oui, il nous faut un ego. Mais le problème de l'ego, moi, je le vois comme une vitre. Donc, le meilleur ego qu'on peut avoir, c'est au fond un ego qui est transparent. Ah ouais, c'est sûr. Voilà. Mais si la vitre commence à se noircir et devient tellement sale qu'à la fin, on voit même plus de l'autre côté, là, ça crée un véritable problème. Ah, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard. En tout cas, moi, j'apprécie. Je vous connais pas beaucoup. Je tombe de temps en temps sur vos communications et je trouve qu'elles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont extrêmement simples. Oui, je comprends. Oui. Et moi, c'est beaucoup ça mon point fort au niveau de la conscience. Exactement. J'explique assez simplement, comme ça permet à des gens qui sont moins dans les mots philosophiques, etc., de mieux comprendre facilement. Exactement. En tout cas, merci. Mais Didier, tu avais une question ou pas Moi, si vous voulez, la question, au fond, qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, j'arrive en retraite, toute ma vie, on peut dire, j'ai étudié la conscience. Bon, j'ai étudié la psychologie clinique, la psychanalyse, j'ai travaillé sur les rêves, j'ai travaillé sur la dimension de la conscience, je me suis intéressé aussi, j'allais dire, aux enseignements ésotériques, enfin, vous voyez, donc je suis comme un chercheur de ça. Alors ma question, elle est, au fond, bon, on voit bien que on ne peut pas vivre que sur un seul niveau de conscience, d'accord? Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir enseigner aux personnes, au fond, comment changer de niveau de conscience. Comment pratiquer le changement de niveau de conscience, si vous voulez. Parce que, bon, quelqu'un qui est, j'allais dire, monoprogramme, bon, déjà, le premier acte, c'est de lui montrer qu'il y a un autre programme. Mais s'il veut pas le voir, on est bien obligé de lui montrer. Et si, à partir du moment où il sort d'un programme et qu'il envoie un autre, bon, ça y est, il a compris qu'il y a des programmes partout. C'est cette manœuvre-là qui, oui, ça c'est une question pour moi. Parce qu'on se demande tous les jours comment faire. C'est pour ça que la conscience, ça se passe individuellement déjà. On peut pas par un désir vouloir changer l'autre à côté, c'est impossible. Oui, mais si vous voulez, quand vous êtes clinicien ou quand vous êtes médecin,
Moi, c'est un peu comme ça. Bon, je fais quand même payer les gens et tout ça, c'est pas gratuit. Mais quand on fait un travail, on travaille, les psys, on travaille sur l'inconscient. Bon, mais qu'est-ce que c'est l'inconscient? L'inconscient, c'est un ensemble de représentations, de représentants, comme disait Sigmund Freud, ou de signifiants, comme disait Jacques Lacan. Donc c'est ça. Et puis l'inconscient fonctionne selon certaines lois et certaines règles qui sont spécifiques à ce niveau de conscience-là. Et le psychanalyste s'appuie sur ça pour à un moment donné, permettre un réaménagement de l'inconscient du sujet qui nous consulte. Vous voyez, ça marche un peu comme ça. Maintenant, c'est long, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et ce sont des méthodes un peu, j'allais dire, un peu archaïques. Mais bon. Donc, oui. La chose qui fait plus intégrer son esprit, en fait, c'est d'être dans la présence. Voilà. Et c'est pour ça que je vous posais la question. Et je vous disais en vous écoutant, par exemple, parce que le problème, c'est par exemple, c'est comme si on avait 3 étages, notre corps, notre âme, notre esprit. Bon, très bien, le corps, tout le monde voit ce que c'est puisque on est dedans, entre guillemets. Bon, l'âme, déjà, alors l'âme, l'inconscient, l'astral, enfin, vous voyez, le corps astral, le corps émotionnel, on peut dériver un peu partout. Bon, très bien. Alors l'esprit est donc en lien un peu, on pourrait dire, avec le corps éthérique ou quelque chose comme ça, ou le double. Et donc, du coup, déjà, prendre conscience de nos 3 corps, c'est pas évident. Je veux dire, j'allais dire, moi, je le comprends bien intellectuellement, mais je maîtrise pas spécialement le corps astral. Et je suis pas en communication avec mon double tous les jours. Ouais. C'est pareil, c'est en fin de compte, c'est au fur et à mesure qu'on évolue, c'est l'esprit même qui nous fait poser des questions. Donc, au bout d'un moment, quand on arrive à un certain niveau de conscience, quand on se pose des questions, à un moment donné, l'esprit, automatiquement, il va nous donner les réponses. Ben voilà. Mais après, voilà. Et après, ma vraie question, ma vraie question, c'est quelle pédagogie? Comment faire? Est-ce qu'il faut expliquer aux gens? Est-ce qu'il faut leur montrer? Oui, mais Didier, je suis désolé, hein, mais c'est pas le sujet de l'émission. C'est-à-dire que, non, mais oui, c'est-à-dire que effectivement, bon, Philippe, il vient il est gentil, il répond à toutes les questions, et moi, je suis moins gentil que lui. C'est-à-dire que, bon, non, mais on a prévu, enfin, le sujet est, et il y a au moins une personne qui témoigne dans le chat là, qui dit bon, il y avait un sujet qui était prévu ce soir, mais on l'a pas abordé encore. Alors, mais je peux me permettre, Jean-Claude? Oui, vas-y. Parce que moi, je fais là pour le coup, je te rejoins pas parce que j'ai relu le résumé. Dans le résumé, il est dit par ici la sortie du cycle des réincarnations, les liens qui nous y maintiennent, les moyens de les briser. Moi, je considère que la question que vient de poser Didier rentre dans les moyens de briser les liens qui nous maintiennent ici. Alors, peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est garder la question de côté pour la 3e partie. Donc là, on vient de clore la première partie, on va dire, qui était un peu resituer ce qui est cycle des réincarnations. Et la suite, ce qui était prévu, ça serait parler des liens, du coup, qui nous maintiennent. Donc, finalement, ce qui joue contre nous, entre guillemets, pour ensuite arriver sur les moyens de briser ces liens et qui rejoindront la question que Didier vient de poser. Si ça vous va comme ça. T'en penses quoi, Philippe? Pas de souci pour moi. Du coup, est-ce qu'on peut passer sur la 2e partie, à savoir les liens qui nous maintiennent donc dans ce cycle dont tu as fait état en première partie? Pas de problème. Donc, en fin de compte, ce qui nous retient, les liens qui nous retiennent, en fin de compte, c'est que c'est toujours pareil. C'est pour ça que je dis toujours ça, c'est par rapport au niveau de conscience. Puis moi, je dis toujours qu'il y a 3 niveaux de conscience: psychologique, le spirituel et le supramental. Donc, par rapport à notre niveau de conscience, notre esprit va nous faire avoir des liens d'âme. Des liens d'âme, je veux dire, c'est des liens justement par rapport à ce qu'on doit vivre karmiquement. Donc, au début, on vient avec un bagage karmique, on va dire, soit négatif ou positif. Et puis, le bagage-là, ça va nous servir en fait à vivre des expériences. Et puis, les expériences-là, c'est ça qui va nous aider à faire évoluer nos corps subtils. Donc, les liens-là, en fait, compte, les liens qu'on a au niveau de la psychologie polarisée et au niveau de la spiritualité,
c'est des liens qui appartiennent au monde de l'illusion et la forme et du temps, donc au monde de l'astral. Et puis, tant qu'on a la psychologie là, automatiquement, on est obligé de revenir s'incarner parce qu'on a des liens, je veux dire, on croit que la forme est réelle. Donc, c'est là c'est ça qui fait qu'on revient s'incarner. Parce que automatiquement, comme on a des désirs, et puis quand on croit que la forme est réelle, quand on meurt, si vous voulez, c'est là qu'on va tomber dans qu'on dit, dans le tunnel, le tunnel d'amour polarisé. On va dire, en fin de compte, c'est le cordon d'argent où il y a toutes nos mémoires dedans. On est projeté là-dedans quand on meurt. Tant qu'on a une conscience psychologique ou spirituelle. C'est ça qui nous fait avoir du magnétisme pour revenir. Et en même temps, si on voit quelqu'un de notre famille, on a un lien encore karmique. Et puis, vu qu'on est encore dans l'illusion de la forme et du temps, l'esprit est obligé de nous faire revenir s'incarner, parce qu'on n'est pas apte à se détacher de l'illusion de la forme et du temps. Donc, on a encore des supports, on croit que la matière est encore réelle, etc. Donc, automatiquement, ça nous fait magnétiser pour revenir s'incarner. Ouais. C'est en fait, pour ne plus avoir de lien, c'est pas question de ne plus aimer sa famille, etc. C'est automatique. C'est que quand tu fusionnes, tu n'es plus dans l'illusion de la famille du temps. Donc, tu aimes toujours ta famille, mais le lien n'est plus émotionnel. Tu aimes ta famille, tu aimes tes amis, etc. Mais tu n'as plus un lien d'attachement en sachant que ce que tu sais, en fait, c'est l'illusion de la forme et du temps. Donc, tu ne peux plus croire en la forme comme avant. Oui, tu veux dire qu'on met plus de valeur, on met plus de valeur sur quoi que ce soit finalement. Ouais, voilà. On a toujours une valeureuse quand on sait que c'est notre mère, notre fille, machin, mais c'est plus la même valeur. Il y a une valeur quand même, mais c'est plus la valeur de. Parce que, en fait, quand tu es obligé d'avoir de la valeur quand même pour respecter la vie, etc. Tu es obligé de respecter la vie quand tu es dans ton esprit. Oui, ça, c'est intrinsèque. Voilà. Donc, pour respecter la vie, il faut quand même avoir une valeur des choses. Et c'est pas la même valeur que quand tu es dans l'illusion. Ça devient pas comme si c'était la forme à disparaître complètement. Tu sais que la forme est une illusion. Donc, rien de mort, rien de. C'est automatique, ta vie, tu n'es plus attaché à la forme. Je sais pas trop comment l'exprimer. C'est pas évident. Je peux juste expliquer que c'est pas la même valeur. La valeur n'est plus dans l'illusion parce que c'est comme si après tu jouais à un jeu vidéo à la PlayStation, tu te crois le joueur dans la PlayStation. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte que non, c'est pas toi le joueur dans la PlayStation, toi tu es le joueur qui de la télécommande. Bah, automatiquement, le jeu va devenir moins puissant sur ton émotion. Alors, c'est un peu le même style que ça dans la réalité. Oui, c'est-à-dire que tu n'investis pas d'un point de vue émotionnel sur le lien qui peut comment dire, le lien que tu peux avoir avec une personne ou avec un objet ou un bien dont tu as la responsabilité ou un animal. Et donc, tu vas faire ce que tu as à faire, mais sans qu'il y ait une mise de valeur ou un attachement émotionnel. Non, il y a quand même ça. C'est une valeur de la vie. Oui, mais du coup, la valeur dont tu parles, entre guillemets, on pourrait dire qu'elle devient innée et que du coup, finalement, tout est. Enfin, il n'y a même plus lieu de parler de valeur, puisque finalement, tout est. Enfin, ça devient neutre. C'est ça. Mais tu as quand même des émotions de beauté et d'amour, tu comprends? Quand tu aimes quelqu'un, mettons, mais même si tu es désillusionné du temps et de la forme, pour être dans la matière en équilibre, tu dois intégrer tous tes corps puis devenir. En fait, tu deviens cosmique dans la matière. Donc finalement, ça serait plus que une absence de lien émotionnel, ça serait plus une absence de lien psychologique qui du coup serait ce qui sous-tend
un narratif qui permet à l'émotionnel et à la dimension psychologique de coexister et de maintenir l'illusion. Est-ce que ça pourrait être ça? Ça serait plutôt exactement ça. Ça serait plutôt que l'émotion est toujours là, mais c'est devenu plus neutre et puis c'est devenu intelligent. Parce que ça comprend l'illusion de la forme et du temps. Donc, moi, ça prend moins d'énergie. C'est-à-dire que l'ego étant devenu de plus en plus transparent et du coup permettant au corps de marcher dans les pas de l'esprit, à ce moment-là, il y a l'émotion dans le fait qu'il y a cette énergie en mouvement par moment, mais il n'y a plus ce narratif dans lequel l'ego se croit le personnage, pour reprendre l'image que tu donnais du jeu vidéo. Ouais, voilà, t'es désidentifié de la personnalité égoïque. Ouais. Il n'y a plus le narratif. Ok. Est-ce qu'il y aurait des questions sur le chat ou en direct? Ou quelqu'un qui veut rajouter quelque chose ou... Pour l'instant, non. Non. Si, parce que là, vous avez parlé vaguement du karma, parce que, bon, dans la spiritualité, on nous dit, tiens, tant que tu as du karma, tu reviens sur Terre. Parce que, voilà, tu as des dettes. Tu as des dettes à éponger. Et justement, parce que Philippe, tu as écrit un livre. Alors, bon, j'ai commencé à le lire, je n'ai pas fini, mais il me semble que lorsque un être humain fusionne, c'est comme si, enfin, je ne sais pas si c'est une conséquence que son karma, il est annulé. Alors, c'est soit, alors, j'ai pas trop bien compris, c'est soit tu fusionnes et ça annule ton karma, ou soit il faut que d'abord que tu annules ton karma et après ça te fait fusionner. Enfin, déjà, le karma, il ne faut pas voir ça négativement. Parce qu'un karma, ça sert à évoluer, en fait. C'est une programmation. Donc, dans la spiritualité, on va dire le karma, c'est mal, c'est des conséquences du mal, ou je sais pas quoi. C'est pas obligé d'être ça. C'est juste, en fait, pour nous faire évoluer. Donc, on a des rencontres, des événements, etc. C'est ça qui nous aide à évoluer, à comprendre la vie, etc. Si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas comprendre et évoluer. Donc, en fait, le karma, etc., les programmations, ça existe pareil, ça existe que psychologique ou spirituel. À partir du moment que tu deviens homme-esprit dans la matière, tes actions sont toujours justes. Et puis, à partir du moment que tes actions sont toujours justes par rapport au niveau de conscience éthérique, on va dire, ou mental, c'est à partir de là que tes actions sont toujours justes, tu ne peux plus avoir de karma. Non, mais on est d'accord que l'homme fusionné ne va plus générer de karma, mais son karma passé, ses dettes karmiques, on va dire entre guillemets, les mauvaises actions qu'il a faites, je sais pas, il a tué, il a violé, il a volé, et ben tout ce karma-là qu'il avait, enfin, si tant est que quelqu'un qui a du karma comme ça, est-ce qu'il peut fusionner, j'en sais rien, mais le vieux karma, il est annulé. Tout le monde peut fusionner, hein, ça n'a rien à voir. Le karma, il faut que tu l'as brûlé, tu l'as brûlé. Non, mais justement, la question, c'est est-ce qu'il faut le brûler d'abord? Est-ce qu'il faut brûler tout son karma avant de fusionner? Bah oui, c'est pour ça qu'en général, tous ceux qui fusionnent avant, ils passent dans un moment qu'on appelle la nuit noire de l'âme, on va dire. C'est ça qui brûle les derniers biens karmiques. C'est ça qui, en fait, quand tu passes dans la nuit noire de l'âme, c'est là que tu as un détachement qui se fait. Détachement de la matière, etc. Et après, ça revient, tu reviens ancré. Et on est obligé de passer par là, il y a un détachement de tout. Parce que Bernard de Montréal, il disait, bah tiens, si vous voulez évoluer, eh ben, ça va vous faire souffrir. Et lui, il disait, mais moi, vu le niveau d'initié que j'ai,
vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai souffert. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il brûle son vieux karma. C'est un peu de la rigolade. J'ai souffert à l'extrême aussi. Mais bon, ben, après, tu ne penses plus à ça, c'est passé. C'est passé, puis ça fait partie de. Tu es obligé de passer par là pour devenir ce que tu es devenu. Mais c'est sûr que c'est vraiment de la souffrance à l'extrême. Moi, j'ai souffert à l'extrême aussi. Mais bon, après, je dis pas que j'ai souffert plus que quelqu'un d'autre, hein, tout le monde souffre. Mais en tout cas, quand tu vis une initiation comme ça, puis que tu arrives, etc., au début, ben, le temps que tu comprennes, ça fait vraiment souffrir. Puis le temps de dépolariser, déspiritualiser, que tous tes repères tombent, parce que tu avais des t'as plein de supports au début spirituel. Et que tu te rends compte de la manipulation de tout ce qu'il y a eu, parce que ton esprit te dévoile ça au fur et à mesure. Ça fait des chocs, et des fois, c'est dur à encaisser. Puis des fois, ça baisse notre vibration à force d'avoir des chocs. Et puis des fois, bah, c'est là qu'on attrape des maladies, des trucs, mais c'est passager. Ça fait partie de l'initiation. D'avoir des douleurs au corps, des douleurs psychologiques, des douleurs. T'as toutes sortes de douleurs quand tu vis une initiation. Et après, même les gens qui sont pas fusionnés et qui vivent une initiation, ils souffrent. Pour comprendre la réalité, ça fait des chocs. L'esprit procède par des chocs de révélation. C'est dur à supporter pour l'ego. Après, le temps que l'ego comprenne son esprit, qu'il intègre son esprit, bah, il y a des recherches qui se mettent bout en bout. Puis le temps d'intégrer ça, c'est le temps de comprendre réellement, intégralement tout. Bah, ça fait souffrir à l'extrême. Moi, en tout cas, moi j'ai passé vraiment fait souffrir. Après, je dis pas que tout le monde va souffrir comme ça, parce que bout d'un moment, il y aura tellement de gens qui seront dans la conscience que ce sera plus facile aux autres d'intégrer. Mais comme au début, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont fusionnés, ben, les gens ont beaucoup de doutes, donc au bout d'un moment, ben, ils se mettent à rechercher plus par eux-mêmes, parce que la conscience, c'est plus individuel. Donc même que quelqu'un nous dit des choses, ben, on ne doit pas croire comme ça. On ne doit pas croire comme ça, on doit avant, nous, expérimenter par nous-mêmes. Comme quelqu'un disait, la viande, c'est pas bon, si c'est pas bon, ben, je voulais pas croire, je voulais essayer, ouais, c'est vrai. Parce que ça faisait la différence. Pas prendre tout pour content en croyant tout sur le pied sur la lettre. Donc c'est pour ça que chacun va passer par une initiation comme ça, et c'est obligé de passer par la souffrance. En général, tu vas souffrir. Ok, bon, merci. Sauf pour les nouvelles générations, comme je dis, ben, à la fois, s'il y en aura tellement de monde qui seront comme ça, ce sera plus facile. Ce sera plus simple. Attends, quelle heure il est? Parce que je sais que ouais, il est 45 déjà. Du coup, enfin, ça fait la transition, enfin, sauf si quelqu'un veut intervenir sur le karma ou s'il y a des questions sur le chat, Jean-Claude. Ouais, il y a une question, mais je ne la vois pas trop par rapport à. Enfin, bon, parce que la question, c'est comment se fait-il qu'une personne puisse fusionner sans savoir ce qu'elle vit? Un mot comme moi, mettons, quand j'ai fusionné, j'ai vu mon doux, machin. Sentiment court, j'ai vécu une expérience très puissante. C'est obligé de te rendre compte que tu as fusionné quand tu vis ça. Parce que ton esprit te fait vivre ça avec la forme. Tu es obligé de passer par la forme pour comprendre au début. C'est qu'après, tu n'as plus besoin de forme, donc il faut que tu aies intégré ton esprit, tu n'as plus besoin de donner de la valeur à avoir vu ton double, des trucs, on s'en bat les machins de ça en fait. Ok, donc en fait, la question, c'est pas, ça se passe pas, ça, ça peut pas arriver qu'une personne fusionne sans savoir, sans s'en rendre compte. Bah, sauf qu'au début, bah, c'est comme je dis, normalement, je pense que pour moi, c'est qu'on est déjà tous fusionnés, mais c'est qu'on a tellement un niveau de conscience bas qu'on s'en rend pas compte. Okay. On est tellement coloré de génération en génération en génération en génération
et que tout ce qui aurait pu nous permettre de nous donner prise de conscience a été falsifié, etc. C'est là que c'est difficile après t'as plus de repères, en fait. T'as plus de repères, sauf quand tu tombes sur un initié, après, ça remet les choses en place. Puis l'initié va utiliser des formes pour nous informer que la forme, c'est une illusion. Il va faire pareil que l'esprit a fait pour lui. C'est ça, en fait, il va utiliser ce que l'esprit a fait pour lui, pour les autres. Du moins 200 possible. Ok. Bon, le lien, quand même, ça arrive à la troisième partie, du coup, qui était les moyens de les briser. Donc, quelque part, on comprend qu'un des moyens, c'est quand même qu'il va falloir brûler le karma. Il faut que le karma brûle. Il faut sortir parvenir à se détacher de tout ce qui est narratif et d'identification, finalement, à ce qu'on croit être d'un point de vue avatar. Et là, on peut rejoindre la question qu'a posée Didier tout à l'heure, hein. C'est du coup quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour, dans la part qui revient à l'ego, du coup, faire l'avatar au corps physique, enfin au corps physique, à tous les corps, mais bon, à celui dont on a le plus conscience peut-être, hein, quels sont les moyens dont il dispose pour du coup faire tout ça. Pour moi, le moyen de arrêter le magnétisme, c'est en fin de compte de réaliser l'illusion de la forme et du temps. C'est ça, à partir du moment qu'on intègre ça, que c'est une illusion, la forme et le temps réellement, c'est à partir du moment que, automatiquement, quand on va mourir, on est détaché de la mémoire de l'astral et on se détache du magnétisme automatiquement. Donc le moyen, c'est ça, c'est de prendre conscience de l'illusion de la forme et du temps, et puis de prendre conscience qu'on est déjà tous fusionnés. Et comment tu fais ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut pratiquer Pour moi, en fait, c'est en suivant notre vibration. Donc notre vibration va nous faire rechercher des choses, ça va nous donner des prises de conscience, et puis c'est en ayant des prises de conscience au fur et à mesure qu'on se délivre. C'est ça. Donc, en fin de compte, c'est suivre, quelque part au début, c'est suivre un initié pour arriver à se rendre autonome. Parce qu'en fin de compte, l'ego ne peut pas se délivrer tout seul au début s'il n'a pas d'informations. Donc, on a besoin d'informations pour comprendre. Et après, le temps de les comprendre, les intégrer, parce que des fois, on déforme, on interprète, je veux dire. On interprète. Puis, quand on interprète, on est à côté de la réalité. Sauf que vibratoire, le savoir, ça se transmet. Ceux qui entendent ça, ça se transmet au-delà des mots, des questions. Donc, au bout d'un moment, les gens se rendront compte que la forme est une illusion, et automatiquement, les émotions vont se refroidir et devenir plus mentales. Puis le reste se fait au fur et à mesure. Moi, je rajouterais dans le comment on peut s'auto-aider. Bon, j'en ai souvent parlé, ça fait 1 an que j'en parle maintenant. Mais bon, je rabâche, mais vraiment, j'en démords pas parce que là, c'est du vécu personnel et du vécu d'autres personnes avec qui j'échange régulièrement. Et j'en reviens à la fameuse position méta, hein, c'est-à-dire cette observation neutre, non polarisée, tournée vers soi, aussi vers l'extérieur, mais quand même vers soi, parce que du coup, l'information, il y a l'information qui concerne, on va dire, qui concerne l'extérieur. C'est bien d'être dans la même position parce que ça évite justement de rentrer, de se faire rattraper justement par le côté psycho-émotionnel, mais surtout être dans l'auto-observation, dans cette position méta,
Alors, je ne parlerai pas de métaconscience parce que pour moi, ça va. Pardon, je ne parlerai pas de métacognition parce que pour moi, ça va. Enfin, en tout cas, de ce que je comprends de la métacognition, ça fait partie pour moi de cette observation neutre non polarisée. Mais du coup, cette observation, elle embrasse, elle va au-delà des pensées, quoi, qu'on pourrait observer, se présenter ou émerger en soi, quoi. Ouais, pour moi, je dis, c'est bien que tu as rebondi là-dessus, parce que c'est vraiment ça, en fait, quand c'est l'observation, la présence qui fait qu'on est apte à comprendre la réalité. Parce que quand on est présent, on est tourné vers soi. Donc, quand on est tourné vers soi, on n'a plus tout le temps la conscience qui s'accroche sur tout ce qui du paraître. Ouais. Donc, automatiquement, on n'est plus magnétisé par la forme. Ouais. C'est comme si cette position méta était le point de contact qui permet à l'information vraiment de passer. Parce que comme tu es en neutre et non polarisé, effectivement, tu es vraiment dans la verticalité, tu es vraiment dans l'axe et il n'y a pas de prise possible. Puisque tant que tu maintiens cette position, tu peux pas, et donc tu ne vas pas tomber dans l'interprétation, tu ne vas pas tomber dans les biais cognitifs, tu ne vas pas tomber dans tous ces pièges tous ces processus cognitifs sous-marins dont la masse méconnaît l'existence. Je veux dire, si on se rend, il faut vraiment être curieux et suivre ses intuitions, comme tu disais, et se retrouver à faire des recherches pour arriver à identifier toutes ces choses voilà. mais sur lesquelles on n'arrive pas à mettre un mot, quoi. C'est comme un puzzle, en fait, quand l'esprit nous fait voir des trucs, comprendre un truc, etc. Puis tout ça, tout en route, ben, ça nous fait comprendre, en fait. Et puis après, ben, il y a la personnalité de l'ego. Ça, c'est un frein aussi. Quand l'ego est identifié à son personnage, ouais. Donc à sa mémoire d'avant, hein, là, c'est plus dur pour les gens d'avoir des prises de conscience, quoi. Parce que là, ils sont complètement magnétisés par la subjectivité. Et à partir de là, ben, les gens sont plus coincés. C'est la psychologie polarisée qui est le plus dur à dépasser. Et après, la spiritualité, ça va. En général, on passe de là-dedans à un moment, mais l'esprit nous fait toujours vivre un choc en sorte de là après. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que la personnalité qui est créée par l'ego, ego qui est voué à devenir transparent, donc à mon sens, la personnalité suit aussi, c'est-à-dire que de facto, petit à petit, la personnalité va s'épurer de tout ce qui est finalement en surplus et qui n'aide plus à être fonctionnel ou... Enfin bref, c'est du superflu. Du coup, c'est-à-dire que l'idée, c'est que quand tu es en position méta, observation, en temps réel, alors c'est là où tu te donnes l'opportunité d'ajuster en temps réel aussi, parce que tu as l'information. Et que par ces ajustements successifs en temps réel, c'est comme ça, par ricochet, que finalement, tout ce qui doit se révéler se révèle, et que l'ajustement permet de dégager tout ce qui n'est pas, et que petit à petit, finalement, cette vitre teintée dont parlait Didier devient de plus en plus transparente, et la personnalité par ricochet aussi. Et voilà. Puis en plus, quand on a une présence comme ça, une observation, on a le temps d'observer avant de réagir. Que si on réagit à tout aussitôt, c'est quand on est dans la personnalité puis dans l'illusion. C'est bien d'avoir un détachement d'être dans l'observation, de voir avant de réagir. De sortir du... c'était quoi l'expression? Ça, sortir du réflexe conditionné. et ça, puis en faisant ça, justement, l'esprit, l'observateur en nous, ça a le temps d'avoir de l'avance sur la sacrale, en fait, avant d'agir. C'est comme si tu avais toujours un temps d'avance sur la sacrale, en fait, quand tu es dans ton esprit. C'est comme si tu peux déjà prédire l'avenir. Il y a Didier qui est revenu. Peut-être que, Didier, si tu veux, comme on est revenu sur ta question, peut-être que tu veux compléter. Écoutez, oui,
si vous voulez, au fond, on peut résumer ça comme ça. Hein. Le karma, on peut dire que c'est une programmation, mais dont nous ne sommes pas conscients. Donc, du coup, on arrive ici et puis on met en place une programmation, j'allais dire, qui n'est pas forcément la nôtre. Et donc, au fond, toute forme de psychothérapie amène, si vous voulez, à une prise de conscience de notre propre programmation. Après, la position dont vous parlez, alors moi j'ai été formé à la psychanalyse, Jacques Lacan appelait ça la position du sujet. Donc, il faut ramener la personne dans la position du sujet, d'où elle va pouvoir observer son inconscient, c'est-à-dire ses programmations. Moi, je ne vois pas d'autres techniques de soins. Après, ça prend beaucoup de temps, mais une fois qu'on a conscientisé sa programmation, bon, parfois, c'est sur plusieurs générations, puis il y a des dimensions culturelles, il y a des dimensions généalogiques, il y a aussi tout ce qui est lié au trauma, au traumatisme que la personne a pu vivre. Bon, une fois qu'elle a pris conscience de sa programmation, bon, ben, à ce moment-là, ça va déjà beaucoup mieux. Parce que à travers cette prise de conscience, elle se libère. Moi, je vois ça comme ça. Il faut devenir conscient de sa programmation. C'est ça, tout vient de l'observation. C'est quand on observe, on a le temps de comprendre tout ce qui se passe, pourquoi ça se passe, etc. Si on est trop dans la réaction, ben, on n'a pas le temps d'avance de l'observation et on rentre dans l'illusion, dans le jeu. Oui, mais regardez le travail des psys, le travail de l'inconscient. L'inconscient, il est rusé. C'est très rusé, si vous voulez. Et en fait, c'est pas tellement la conscientisation. S'il suffisait de comprendre son problème psychologique, mais tout le monde serait guéri. Donc, il ne s'agit pas de comprendre. Et c'est souvent des questions de ressentir. Et moi, je travaille beaucoup avec les rêves et l'interprétation des rêves, comme tous les psys. Donc, ça nous donne des indications sur ce qui se passe de l'autre côté. Freud appelait ça l'autre scène. On peut appeler ça la dimension astrale ou la dimension éthérique. Mais il y a aussi beaucoup de confusion. Et puis, il y a le problème que vous avez tout. Le truc après, avec les rêves, etc., ben c'est justement ça fait plus partie du monde de l'esprit. Donc, l'esprit peut utiliser les rêves au début pour nous donner des prises de conscience au niveau de la forme. Et au bout d'un moment, l'esprit n'utilise plus les rêves non plus. Alors maintenant, la vraie question, c'est qu'une fois qu'on n'a plus de programme, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on vit. On vit notre vie. Ben oui, vous avez raison. On vit notre vie à partir de l'esprit, donc c'est là que la vie devient réelle. Oui, mais vous voyez, telle que la vie elle est faite, s'il faut 50 ans pour prendre conscience de sa programmation, oui, c'est pour ça qu'il y a une progressive. Puis nous, on est dans l'illusion de la forme et du temps. Donc le temps pour nous, c'est long. Mais quand tu es à partir de ton esprit, tu n'es plus dans l'illusion de la forme et du temps. Donc, je veux dire que quand une âme vit 150 vies avant de se désastraliser, pour l'esprit, ça n'a pas de valeur. Ouais. Quel gâchis. Moi, à mon sens, ce qui prend le plus de temps, c'est de savoir qu'il y a cette programmation. Et ça, quand on va voir des praticiens de la psychologie, ils n'en parlent pas de ça. Ce qui fait qu'on peut… Enfin, moi, j'en ai vu 4 dans ma vie, il n'y en a aucun qui m'a parlé de ça. Donc, moi, je parle à partir de mon vécu. Ok, on parle, mais sauf qu'on parle à partir du personnage, du coup, donc on reste dans le narratif. Et effectivement, si on est déjà observateur, on va observer certaines choses. C'est ça. Mais ces choses qu'on va observer, on va rester quand même dans la polarisation. Et c'est ça qui prend du temps, à mon avis. C'est-à-dire que si d'entrée, on nous mettait juste entre les mains le fait que, écoute, il y a une programmation, plus tu vas être en capacité d'observer de manière neutre en temps réel, et plus tu vas la voir, et plus tu vas réussir à finalement à t'en départir. Or, moi, de mon expérience, sinon j'aurais gagné beaucoup de temps parce que moi, le premier psy que j'ai eu, c'était en 97. Donc, du coup, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui, quoi. Sachant que je fais partie quand même de ceux qui vraiment se sont intéressés à la psychologie, à l'inconscient, très tôt, parce que très tôt, je me suis questionnée. Et j'entends ce que dit le praticien
à travers ce que tu nous dis. Mais ça peut paraître évident pour le praticien. Ouais. Mais en tout cas, D'accord, moi, non. en tant qu'ancienne patiente ou consultante, enfin, je ne sais pas comment on dit. Je vais être honnête avec vous. Si vous voulez, dans ces métiers-là, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et des bons psychanalystes que j'ai rencontrés dans ma vie, je les compte sur les doigts de la main. Hein. Donc il y a, si vous voulez, la théorie, la pratique, mais la réalité de l'inconscient, oui, les cliniciens et la psychanalyse peut apporter un éclairage. D'ailleurs, j'ai cherché à faire un lien moi-même en tant que psychanalyste, parce que une psychanalyse, c'est quand même 7 ans. Donc c'est quand même très très long. Donc on a affaire à des programmations. Donc vous voyez, alors si on peut gagner du temps avec une séance, par exemple, d'hypnose régressive, il y a peut-être des liens à faire. Peut-être qu'on peut trouver d'autres manières de permettre aux personnes qui le souhaitent et qui le demandent. Hein. Parce que tant que vous ne souffrez pas de votre programmation, les gens qui ont un programme qu'ils considèrent comme satisfaisant, ils ne font jamais de demande de soins et ils souffrent de rien du tout. Pour aller voir un psychanalyste, il faut déjà souffrir de quelque chose. Il faut soit être angoissé, soit être dans des répétitions, soit avoir été victime de tout un tas de choses traumatiques. Hein. Donc on vient pas, ça se fait pas comme ça. Donc oui, il y a un rapport à la souffrance. Et moi, ma question, c'est pourquoi autant de souffrance? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que les initiations se passent dans la souffrance? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre que par la souffrance? C'est pour ça que la souffrance, c'est actuel pour les hommes sont en souffrance actuelle, ceux qui sont en initiation. Mais c'est pour ça que je sais pas, je veux dire, dans 1000 ans, ce sera plus comme ça, il n'y aura plus besoin de autant de souffrance. Il n'y aura plus besoin de. Ah non, mais bon, voilà, en général, les initiés, ils parlent pas pour le temps de maintenant, ils parlent plus tard. Oui. Donc c'est pour ça qu'en général, les gens souffrent pour l'instant parce que il n'y a pas assez de monde encore qui sont dans le niveau de conscience là. Ouais. Finalement, quand ça va devenir vraiment comme ça va se prolonger, c'est que ça va toucher tout le monde. Et puis ça va devenir. La vie qu'on vit quand même actuellement, je dirais, peut-être ça fait 40 ans ou 50 ans que je suis comme un étudiant. Bon, je me dis, quel bilan on fait? Alors, vous arrivez à 70 ans? Oui, d'accord. Alors, vous avez tout compris sur cette matrice, cette programmation, pourquoi vous êtes là, le rapport que vous avez à vos différents corps, etc., etc. Mais au fond, c'est fini. Quelque part, c'est fini. Je sais bien que c'est une forme d'illusion, mais enfin, quand même, ça laisse un. Moi, je m'interroge sur ça. Ça laisse quand même. Est-ce que cette matrice, le poids de la matrice est tellement énorme que. Vous voyez, bon, peut-être que vous avez eu la chance, au fond, d'être libre tout de suite. Les gens aussi comment dire, se font des films aussi, justement, de la matrice. En se disant, la matrice, c'est comme une prison, etc. Mais en fin de compte, la matrice, c'est utile. Puis même quand tu es dans ton esprit, tu es toujours dans la matrice. Mais sauf que tu deviens un bon joueur. Oui. Oui. Tu deviens un joueur de la matrice, puis que tu arrives à maîtriser les énergies dans la matrice. Voilà, mais si vous voulez, dans tout ce dialogue-là, moi, ce que je trouve intéressant, au fond, moi, je viens de l'université, je viens des sciences humaines, mais bon, j'ai beaucoup pratiqué moi-même, si vous voulez, j'ai fait aussi la pratique. Mais il y a des liens et des ponts qui peuvent, qui, à mon avis, doivent être construits entre, par exemple, les recherches en supramental, ce qui se fait en hypnose ésotérique, par exemple aussi, et puis peut-être la réactualisation d'un certain nombre d'enseignements ésotériques qu'on a oubliés. Parce que vous parliez de la forme, bah oui, alors ils utilisent différents termes, différents types de langage, mais au fond, ils parlent un peu de la même chose. Hein. Oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que qu'il ne faut pas se fier aux mots en général, parce que les mots, c'est relié à des mémoires. Et puis si on s'arrête sur les mots, on va toujours être coloré. Ben oui. Parce qu'après, quand on veut décrire ou expliquer quelque chose, on utilise souvent des mots qui existent déjà.
Donc, il ne faudra pas les associer à une mémoire. Ce que les gens ont du mal à faire, justement, c'est que dès que tu dis quelque chose, ils vont aller chercher dans leur mémoire ce que ça veut dire. Ah oui, parce qu'on est fait comme ça. Ben, c'est ce que disait Bernard de Montréal. Au fond, il faudrait qu'on vive sans mémoire et sans pensée. D'ailleurs, Jacques Lacan le disait très bien. Là où tu ne penses pas, tu es. C'est-à-dire, on commence à être à partir du moment où on arrête de penser. Mais c'est inconfortable. C'est « je ne pense pas, donc je suis ». Exactement. Là, la citation exacte de Jacques Lacan, c'est là où on ne pense pas, là où tu ne penses pas, tu es. C'est-à-dire, c'est la position du sujet. D'accord. C'est cette position spécifique à l'intérieur de nous-mêmes par laquelle on voit notre propre conscience, en fait. Ce que vous disiez, madame, tout à l'heure. C'est ça, en fait. On ne pense plus, c'est là qu'on est dans notre esprit. Exactement. La pensée s'arrête à partir du moment qu'on n'a plus rien à chercher. Là où je ne pense pas, je suis. C'est l'inverse de Descartes, qui disait « je pense, donc je suis ». Et donc Lacan a pris l'inverse de Descartes et a dit « non, là où tu ne penses pas, tu es ». Et il avait bien raison, à mon avis. Okay. Bon, donc Marie-Olympe, ben, tu n'as rien inventé sur l'observateur neutre. Hein. Ah, mais en fait, je suis. Mais alors, Lacan, je ne le connaissais pas. L'observation, tous les courants de spiritualité en parlent. Par contre, moi, j'ai beau m'intéresser à tous ces sujets, j'ai beau le lire, mais je suis passée à côté toutes ces années. Et ce n'est qu'il y a un an, il y a 2 ans, que vraiment j'ai pris conscience que en fait, c'est ce qui vraiment s'était mis en place. C'est-à-dire que finalement, j'ai toujours été en observation, mais comme je polarisais, il me manquait un palier. Et en fait, c'est il y a 2 ans où j'ai commencé à le pratiquer, mais je n'ai pris conscience que je le pratiquais que l'année dernière quand j'en ai parlé la première fois dans une de nos émissions. Donc, moi, je suis parfaitement au courant que je n'ai rien inventé. Mais comme le disait je ne sais plus qui tout à l'heure, une chose est de savoir quelque chose intellectuellement, c'est-à-dire tu as la connaissance, c'est un palier. Tu comprends la connaissance que tu as, c'est un deuxième palier, et tu intègres le truc parce qu'en fait, tu le vois, tu le vis, là, c'est encore un autre palier. Donc, des fois, ça met des années. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne suis pas d'accord, hein, je porterai réclamation. Mais, on fait avec. Hein. D'accord. Vous devriez lire 3-4 choses de Jacques Lacan sur la théorie du sujet. Et bien, du coup, là, je me le suis noté, je vais voilà. aller. Et là, oui. Bon, après, si vous arrivez à le comprendre, bravo. Bon, après, c'est un petit peu hermétique au début, mais c'est exactement. Bon, par contre, Jacques Lacan avait quand même la prétention d'en faire une science. Didier, la science de l'esprit. Didier, je t'invite une fois que l'émission est finie, à rajouter un commentaire avec une référence sur un livre de Lacan que tu nous conseilles. Ah oui. Tu vois, et tu le postes en commentaire. Mais bon, donc là, on a fait notre... Parce que je voulais mettre des commentaires, là, mais j'y arrive pas. Je ne sais pas comment laisser de messages, ça ne marche pas. Écoute, mais c'est une fois que le peut-être live... que tu pourras revenir, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait faire une émission pour laquelle Didier pourrait être invité sur un sujet... Tout à fait. Ah ben, si vous voulez, ce qu'il faudrait, si vous voulez faire des émissions comme ça, moi, en 2020, j'ai posé 2 questions autour de moi. J'ai dit, 1, où sont nos docteurs? Et 2, que font les psys? Ils ont disparu. Donc, il y a quand même, quelque part, si vous pouvez inviter, ça serait intéressant de questionner des psychanalystes, mais souvent, ils refusent. Non, c'est toi qui reviendras. Tu reviendras nous parler du lien entre la psychanalyse et le supramental. Ouais. Voilà. Oui, ça, il faut que je prépare un peu le thème, oui. Oui, d'accord. Donc, je t'invite, Didier, à aller sur le groupe Facebook de l'émission, là, 1 Hour Supramental. Et puis, là, comme ça, tu pourras m'envoyer un message, hein, Jean-Claude Jouffre. Et puis, tu m'envoies un message et puis on échangera et on planifiera une émission ensemble sur ce sujet. Ah bah ok, bien entendu, ça va me faire travailler. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci Philippe d'être venu. Merci Philippe. On avait fixé le sujet, puis on a un petit peu pris des virages. Enfin, bon, bref, de toute façon, c'est la vie, c'est le live. Voilà. Merci à tous ceux qui
qui se sont connectés. Et puis Didier, tu as bien fait. C'est bien parce que maintenant, à chaque émission, il y a une nouvelle personne qui se connecte. C'est super. Ben, c'est bien, il faut développer ça. Et Ouais, ouais. si vous voulez, si je peux vous donner, ce que je trouve intéressant, c'est que si vous voulez, vous cherchez à donner la parole à des gens, bon, bah, qui ont plus ou moins compris ou étudié ou le supramental. Bon, bah, c'est une voie d'accès. Oui, et puis plus on est de personnes à donner notre point de vue, et bien plus ça éclaire le sujet parce qu'on a chacun notre façon C'est ça, d'en parler. Voilà. tout à fait. Bon, donc merci Edine, merci Marie-Olympe, merci Didier, surtout merci Allez. Philippe, c'était Oui, très oui, bah, gentil je vous laisse un message. de revenir. Ouais. Je vais vous laisser Et donc, une adresse mail. très Ouais. bien, Ok. merci beaucoup. Bon, je vais aller Et- sur le groupe Facebook là. Oui. Ouais, voilà. Ok. Et voilà, un message privé. Ok. Entendu. Bon, ben, Merci. ouais, merci à tout le monde. Au revoir. Et Philippe, Bonne soirée, ouais. on refixera une nouvelle émission plus tard. Si vous avez ça des va questions, toujours. n'hésitez pas à poser dans le chat, on va répondre. Dans le chat, c'est une fois que l'émission est finie, il n'y a plus de chat, mais en message, en message à la suite du live. Bon, au revoir tout le monde et à la semaine Bonne prochaine. soirée. La semaine prochaine, le sujet c'est l'effet colibri. Voilà. Ah. Ok.